copier allez copier pour vos moteurs de recherche. Donc, l'Allemagne est un État fédéral. Fédéral, ça veut dire des États, des sous-États, ce qu'on appelle les Bundesländer. Il y en a 16. Bundesland veut dire compétence bien plus au-delà de ce qu'on connaît dans les régions en France. Donc, un exemple qui illustre assez bien, chaque Bundesland a un parlement, un gouvernement, des ministères. Et par exemple, en France, on connaît l'éducation nationale. Ça veut dire qu'il y a non seulement des vacances qui sont identiques pour tous les pays, en grande partie, au moins pour les petites, là, il y a un petit changement. En Allemagne, c'est land par land. Donc, chacun a son éducation régionale. Ça veut dire aussi que les examens ne sont pas les mêmes et le contenu d'un cursus scolaire n'est pas le même selon si vous vivez à Munich, à Francfort ou à Berlin. Donc, ma question à Dominique, qui renseigne dans son quotidien des personnes qui veulent vivre et travailler en Allemagne, quelle répercussion peut avoir un État fédéral aussi sur une recherche d'emploi? Oui, alors déjà, en ce qui concerne la reconnaissance des diplômes, comme tu as dit, Katharina, chaque État est chargé de l'éducation. Donc, en ce qui concerne les diplômes, la reconnaissance des diplômes est différente d'un État à l'autre. Donc, même si vous venez avec un diplôme de l'étranger, le processus ne va pas être le même d'un État par rapport à un autre. Donc, par exemple, le niveau de langue demandé pour pouvoir travailler dans un certain domaine peut être différent. Et à part ça, sur le côté salaire, quand on parle des conventions collectives, il peut y avoir aussi, pour un même secteur et même pour, disons, la même fonction dans un secteur, des différences entre les États fédéraux. Donc, voilà, bien se souvenir que c'est vraiment différent d'une région, très différemment de ce qu'on connaît. L'État compte 83 000 habitants et ainsi le pays le plus peuplé d'Europe. Donc, quelques grandes villes, on vous les a citées là, hein, en premier lieu, Berlin, Hambourg, Munich, Cologne, Francfort. Francfort est la première ville en dessous d'1 million. Sur ces 83 millions, à peu près 45 millions font partie de la population active. Combien ont un passeport allemand, par exemple? Ça aussi, c'est peut-être intéressant à voir pour... Donc, oui, la grande majorité de la population active est allemande. Donc, pour être précis, 87%, ce qui nous donne 13% de travailleurs étrangers, dont à peu près 3 millions européens. Et aussi, 200 000 personnes viennent tous les jours traverser la frontière. Hein? Donc, ils vivent dans un autre pays frontalier à l'Allemagne et viennent travailler en Allemagne. Le paysage et des entreprises et où ils sont situés, puisqu'on n'a pas cette même centralisation qu'on connaît en France, où on a Paris et qui concentre quand même 1/6 de la population et bien sûr aussi une grande partie des entreprises. Cette centralisation ne se fait pas en Allemagne. Je disais tout à l'heure, pendant 40 ans aussi, Berlin n'était pas capitale. Et déjà, 99% des entreprises allemandes sont des PME, des petites moyennes entreprises, les KMU, comme on les appelle, les Kleine und Mittelständische Unternehmen. Et peut-être il est intéressant de savoir où se situe et l'emploi et donc les travailleurs, c'est-à-dire est-ce qu'ils vivent toujours près de leur emploi et
Est-ce qu'on peut dire ça se centre quelque chose? Est-ce que, Dominique, vous pouvez nous en dire un peu plus là-dessus? Oui, alors déjà, on voit sur la carte que l'Allemagne a beaucoup de villes, de grandes villes, euh, un peu réparties un peu partout. Mais d'un autre côté, il y a aussi des régions, de grandes zones rurales, et on pourrait penser que le travail se concentre dans les grandes villes, mais il y a de l'emploi dans les grandes villes comme dans les zones rurales, et il y a pas mal d'entreprises qui sont situées en dehors des grandes villes. Donc, juste pour donner un exemple, vous connaissez tous Adidas. euh, et Adidas, par exemple, a son siège en Bavière, dans une petite ville de 20 000 habitants, qui est un peu en dehors enfin, des grandes villes. C'est pas trop loin de Nuremberg, mais c'est quand même au dehors. Et à cause du réseau de transport en commun qui est vraiment très dense en Allemagne, il y a pas mal de gens qui travaillent dans les zones rurales, qui habitent dans les villes, et bien sûr l'inverse. Comme la recherche d'un logement, je pense comme en France, est assez compliquée dans les grandes villes en Allemagne. Oui, d'ailleurs, lorsqu'on avait préparé cette intervention, on avait évoqué le mot pendeln, donc qui effectivement ce va-et-vient quotidien d'une ville à l'autre, enfin d'un lieu de résidence à un lieu de travail, et qui se fait souvent en transport en commun, effectivement. Merci. Peut-être quelques mots sur les conditions de travail différentes en Allemagne. Donc déjà, on est sur un temps plein qui correspond plus ou moins sur 40 heures semaine. Généralement, se font sur 5 jours. Est-ce que ça donne quelques particularités dans le travail, aussi dans les horaires peut-être? Oui, donc comme tu dis, c'est 40 heures par semaine pour 5 jours euh, qu'on travaille. Mais il faut dire qu'en Allemagne, la plupart des gens travaillent plutôt 4 jours et demi. Enfin, ça se répartit sur 4 jours et demi. Comme on entame les journées, je pense, un peu plus tôt qu'en France. Enfin, peut-être ça dépend, hein, mais vous, par exemple, vous commencez quand chez vous, chez Pôle emploi? C'est vrai que nous, on commence, on va dire peut-être entre 8 et 9. Après, ça dépend un peu des régions, mais entre 8 et 9. Ok, parce que par exemple ici, comme à l'entrée, on a dit, enfin, je travaille pour l'Agence fédérale pour l'emploi et on a à peu près 100 000 employés partis sur l'Allemagne. Et je dirais que la grande majorité commence à travailler entre 7 heures et 7h30. On a même la possibilité de commencer le travail à 6 heures. Et je dirais que très peu de gens commencent après 8h30. Donc la grande majorité, c'est entre 7 heures et 7h30. Ce qui fait que du lundi au jeudi, on a des journées un peu plus longues, mais il y a d'employés qui finissent leur semaine le vendredi vers midi pour avoir un long week-end, ce qui n'est pas mal. Oui, oui, voilà. Du coup, ça prolonge les week-ends. Voilà. Pour peut-être aussi parler des modèles de travail, ils sont assez flexibles en Allemagne. Enfin, je pense on est très flexible en général, mais c'est aussi dû à la garde d'enfants qui n'est pas encore aussi bien assurée, je dirais, qu'en France. Donc, on s'améliore chaque année, mais c'est pour ça que le travail en général est assez flexible. Donc, c'est aussi varié entre temps plein, temps partiel et des horaires qu'on peut moduler. Oui, Mm. Merci, merci. C'est très intéressant en fait de voir ces différences et aussi à en tenir compte pour se préparer à une prise d'emploi dans le pays voisin.
quelques mots sur le salaire. Alors, effectivement, là, depuis le 1er octobre, en France, le SMIC a été augmenté à 10,48 €. En Allemagne, on est actuellement avec un salaire minimum à 9,60 €. On voit qu'il va évoluer. Peut-être tu peux nous dire quelques mots de plus sur cette évolution du SMIC, depuis quand il existe, mais aussi sur les salaires de manière générale. Parce qu'on a un salaire médian qui est assez intéressant, donc il commence à, on va dire, entre 43 000 euros. Oui, exact. Alors pour le SMIC, il existe depuis 2015 et depuis 2015, il augmente chaque année. Donc juste pour comparer, il y a 4 ans, le SMIC était encore à 8,50 € par heure et comme tu as dit, il va augmenter jusqu'à 10,45 € à partir de juillet 22. Et ça concerne surtout les emplois non qualifiés. Quand on regarde les emplois qualifiés, le salaire est plus haut ou des fois nettement plus haut, bien sûr. Et pour le salaire minimum, par exemple, pour le personnel soignant, on est à 15 € par heure. Donc, c'est nettement plus haut que le SMIC, disons. Oui. Là, on voit dès lors qu'on a un emploi qualifié, le salaire évolue très, très rapidement, en fait. Exact. Et comme tu as dit, la médiane des salaires est à peu près à 43 000 € brut par an. Et pourquoi sur les offres d'emploi allemandes, généralement, on ne trouve pas d'indication salariale? Alors, on ne trouve pas de précision sur le salaire parce que au final, c'est défini à partir du profil de chaque candidat en fonction de ses compétences, de son expérience dans le monde du travail, dans le métier et aussi en fonction de la formation que la personne a suivie. Donc, si on s'informe bien sur l'entreprise et sur le secteur, on peut, disons, nettement mieux négocier que quelqu'un qui n'a aucune idée et qui s'en va vers l'entretien. Mm. À ce titre, d'ailleurs, on vous partage ces quelques sites. Merci, Monique, pour vous informer un peu sur les salaires pratiqués dans une branche et également dans les différentes régions pour être bien préparé à négocier au moment d'un entretien. On reviendra après aussi sur la notion de négociation pendant les entretiens de manière générale. On avait vu aussi qu'il y a d'autres bénéfices, enfin, d'autres, oui, pas des revenus, mais oui, bénéfices qui peuvent s'ajouter qu'on n'est pas de la même manière en France. Est-ce que tu veux nous en dire un peu plus? Oui, je ne sais pas s'ils existent en France ou pas, mais j'ai écrit quelques bénéfices qui sont ici en Allemagne. Euh, qu'on peut trouver souvent, comme les pensions de retraite qui sont versées par la société, des voitures d'entreprise qu'on peut utiliser enfin, dans sa vie privée, des cartes de transport en commun qui sont offertes, des repas offerts. Par contre, par exemple, en ce qui concerne les tickets restaurants que vous avez en France, on ne connaît pas ça en Allemagne vraiment, il faut dire. Mais des fois, on a des repas offerts dans les cantines. Il y a des subventions pour des cours de langue, quand on fait du sport, des jours de congés supplémentaires, etc. Donc, il y a vraiment, je dirais, euh, beaucoup de bénéfices qui existent, mais il faut bien regarder quand on postule si il y a vraiment des bénéfices ou pas, car s'il n'y en a pas, on a une meilleure base pour pouvoir négocier Mm. son salaire. Oui.
Oui, c'est important, donc du coup, se renseigner. Exactement. Et peut-être important aussi hors emploi, en Allemagne, si on a des enfants, il y a chaque famille qui habite en Allemagne a droit à une allocation familiale. Ça s'appelle Kindergeld. Donc, c'est payé pour chaque enfant 219 euros par mois par enfant. Quel que soit le revenu du foyer, en fait. Oui, exactement. Et ça, c'est en général jusqu'à l'âge de 18 ans. Si, si l'enfant habite bien sûr chez les parents dans la maison. D'accord, d'accord. Merci. Merci. On va voir un peu comment on se présente et comment on accède aussi à ce marché d'emploi. Effectivement, aujourd'hui, en Europe et même un peu dans le monde, les métiers en tension, donc c'est-à-dire les métiers qui sont les plus recherchés, dont on a le plus besoin, se recouvrent. On peut les mêmes d'un pays à l'autre. Peut-être quand même mettre en avant quelques métiers, quelques branches d'activité et surtout le site Make It in Germany. Oui, alors, vous voyez ici les secteurs qui recrutent. Je pense que c'est pas, comme tu as dit, non seulement en Allemagne, mais c'est un peu partout en Europe, surtout dans le domaine de la technique et de la santé. Euh, En Allemagne, on recherche beaucoup de spécialistes, par exemple en technologie informatique, des ingénieurs, des électriciens. Euh, dans, En santé, on recherche toujours des médecins et des infirmiers, le personnel soignant, des pharmaciens. Bon, vous voyez vous-même, il y a beaucoup de secteurs. Ce qu'on peut peut-être encore dire sur l'hôtellerie et la restauration, c'est que ce domaine a beaucoup souffert pendant Covid. Donc, depuis, je crois, mars 2020, enfin depuis, oui, il souffre, ce domaine-là souffre depuis mars 2020 et il y a beaucoup de personnel qui était, disons, à la rue sans travail et donc qui ne désire plus travailler dans ce domaine. Donc, en ce moment, surtout, on recherche beaucoup de personnel euh, de réception à la cuisine et dans le service. Et vous pouvez trouver toujours les secteurs qu'on recherche, dans lesquels on recrute le plus sur le site Make It in Germany, euh, qui offre aussi beaucoup d'informations sur le monde du travail en Allemagne. Il y a vraiment beaucoup d'informations utiles sur ce site. Même sur l'accès aussi au marché des diplômes nécessaires, l'expérience nécessaire, le, comment, comment y accéder, n'est-ce pas? Oui, exact. Peut-être on va juste aussi préciser que effectivement, Pôle emploi peut accompagner les demandeurs d'emploi dans leur recherche d'emploi. Donc, on propose des accompagnements spécifiques avec l'équipe Mobilité internationale. Donc, c'est un service qui est effectivement réservé aux personnes qui sont inscrites à Pôle emploi, même si bien évidemment le site pôle emploi.fr et les sites connectés comme Emploi Store sont en libre accès et utilisables à tout le monde. De la même manière, euh, la Bundesagentur für Arbeit, la ZAV, accompagne également toute personne intéressée à vivre et travailler en Allemagne. Donc, on vous partage nos contacts pour envoyer un mail, soit donc, à Monique ou à moi, ou à nos services réciproques, on va dire, pour, euh, pour, euh, pour un accompagnement.
Et si je ne me trompe pas, Dominique, ça peut aussi se faire, ce contact peut aussi se faire via le site Make It in Germany. Oui, sur le site Make It in Germany, vous pouvez nous contacter par chat, euh, par email ou aussi par téléphone. Donc, vaut mieux, disons, écrire en anglais ou en allemand, mais ça ne veut pas dire que si vous écrivez en français, que le mail va disparaître, disons. Oui, peut-être que tu prendras les mails en charge ce jour-là. Oui, peut-être. Voici quelques sites, hein. Donc ça là, on va vous donner quelques sites pour trouver les offres d'emploi. Je te laisse présenter la Jobbörse, Dominique. Oui, alors la Jobbörse, ça fait partie de nous, de la Bundesagentur für Arbeit, l'Agence fédérale pour l'emploi. Donc, c'est le site en Allemagne où on retrouve le plus d'offres d'emploi. Donc, j'ai regardé il y a quelques jours, on avait aux alentours de 2 millions d'offres d'emploi. Donc, oui, on peut rechercher les offres par métier, par mots-clés, lieu de travail, type de contrat, les heures de travail et tout ça. Donc, c'est le site où il y a le plus d'offres d'emploi. Bien sûr, il y a aussi d'autres types de sites, mais voilà, ça, c'est le nôtre Oui, officiel. oui, c'est comme l'équivalence de Pôle emploi en Allemagne. Et Pôle emploi, c'est aussi le premier site de recherche d'emploi. Et également, nous publions un petit panel d'offres d'emploi avec lieu de travail en Allemagne, mais il existe des emplois avec lieu de travail à l'étranger. Et donc, vous pouvez indiquer Allemagne comme lieu de travail. Bien sûr, également un métier ou aussi par des filtres comme les compétences linguistiques, etc. Également, je souhaite nommer la Chambre franco-allemande, donc qui a son site qui offre autant les offres d'emploi que également des stages. Donc, ça peut être intéressant aussi dans ces deux volets. Catherine Cotting va nous en dire encore un peu plus dans la troisième table ronde de tout à l'heure. Et également les sites EURES. Donc, EURES, c'est le European Employment Services. C'est le réseau service public de l'emploi européen. Donc, qui a la plus grande bourse d'offres d'emploi d'Europe, notamment les offres d'emploi de la Bundesagentur, donc de la Jobbörse et de Pôle emploi, sont publiés aussi sur le site EURES. Et également, vous trouvez beaucoup d'informations en plus sur les pays. Donc, notamment la fiche Vivre et travailler en Allemagne. Vous trouvez des informations qui sont actualisées par la Bundesagentur für Arbeit régulièrement sur comment chercher un emploi, à quoi il faut être vigilant, à quoi il faut être attentif et comment se porte le marché du travail. Effectivement, actuellement, l'Allemagne a un taux de chômage de moins de 6%, de 5,6%. En France, au premier semestre, on était à un peu plus de 8% de chômage. Donc, c'est aussi ces informations-là que vous pouvez trouver sur le site, en plus, bien sûr, du site de Arbeitsagentur. Également, EURES offre des salons en ligne euh, organisés par les pays pour leur pays et l'Allemagne en organise régulièrement. Donc, les European Online Job Days, les EOJD. Et vous pouvez trouver les coordonnées de conseillers EURES des pays de votre choix, donc de l'Allemagne, avec leurs compétences linguistiques. Donc, il est possible d'envoyer un mail, de contacter par email un conseiller EURES avec des questions précises sur votre recherche d'emploi. Et peut-être quelques mots sur TMS.
Oui. Donc, TMS, c'est le programme qui s'appelle, enfin, c'est l'abréviation pour le programme Targeted Mobility Schemes. En français, je crois que c'est PMC, programme de mobilité ciblée. Et c'est une action euh, c'est une action qui favorise la mobilité professionnelle en Europe. Donc, pour vous, en tant que demandeur d'emploi, pour vous donner la possibilité d'être mobile, c'est une assistance sous la forme d'allocation, par exemple pour les cours de langue, la reconnaissance des qualifications et les frais de voyage et de séjour qui peuvent être financés. Et si ça vous intéresse, je pense le mieux, c'est de contacter votre conseiller EURES en France, n'est-ce pas, Katharina? Oui, et en fait, c'est vrai qu'après, c'est en fonction de chaque situation, lors d'une recherche d'emploi, par exemple, pour les frais de voyage pour aller à un entretien ou dans le cas d'un déménagement. Et effectivement, donc, ça, c'est sur le site directement. Vous pouvez prendre contact avec les différents services et avec votre Pôle emploi. D'accord. Super. Madame Kramer, Monsieur Droth, vous avez fini ou c'est... Euh, encore, non, encore Non, non, donc voilà, juste pour la bien page sûr. EURES. Il n'y a pas de Donc, souci. merci. La page EURES, voilà à quoi elle ressemble. On vous met le lien, également le site donc de le site de la page d'accueil, mais également pour le dispositif TMS. Pour s'ouvrir à ce marché de l'emploi qu'on vient un peu de vous présenter, quelques mots sur la candidature, sachant que nous organisons dans le cadre de la quinzaine franco-allemande mobilité Occitanie un webinaire le mardi 19 à 14 heures. Et si vous souhaitez y participer, on vous invite à envoyer un email à l'adresse EMI4 et aussi qui figure dans le chat. L'adresse EMI4 et on le donnera encore à la fin. Donc, pour avoir le lien pour participer au webinaire sur la candidature allemande, donc le CV allemand en grande partie mardi. Donc, il y a quelques différences et c'est pour ça qu'on souhaite quand même le dire déjà aujourd'hui. Le CV est vraiment très différent. Et bien sûr, vous trouvez aussi ces informations tant sur le site de Make It in Germany, mais également sur le site de la Bundesagentur für Arbeit et sur EURES. Donc, le CV, il est déjà dans sa présentation est différente. Donc, la mise en page, il contient généralement une photo, il est signé, donc quelque chose qu'on ne connaît pas, et où l'importance de se préparer à cette candidature. Deux mots encore sur les réseaux sociaux. Il existe un réseau social germanophone, donc je dis bien germanophone parce qu'il englobe aussi la Suisse alémanique et l'Autriche, qui est le réseau Xing. Et les employeurs allemands et les candidats utilisent aussi de plus en plus LinkedIn, mais n'empêche, pour le moment, Xing est encore, il y a plus d'inscrits sur le réseau Xing que sur LinkedIn. Donc, 16 millions, sachant que les Français sont un peu plus friands, peut-être dans l'utilisation des réseaux sociaux à visée professionnelle, dans la recherche d'emploi. Est-ce que j'ai oublié quelque chose, Dominique, ou est-ce que tu souhaites ajouter des précisions sur la candidature? Juste peut-être deux choses sur la candidature, enfin, ou sur oui, sur le CV que je crois en France, vous évoquez le poste recherché dans votre CV et aussi
le profil de compétence, ça, je pense que c'est une grande différence, que ça, on ne le fait pas en Allemagne. À part disons, les connaissances linguistiques et de IT, de logiciels, on n'écrit rien sur le profil de compétences qu'on a, mais on justifie dans notre lettre de motivation pourquoi on a les compétences requises pour ce métier. Donc, ça, c'est une grande différence. On a souvent, moi, je reçois aussi souvent des CV de l'étranger qui ont, qui ont disons, un profil de compétences très détaillé, mais il faut dire que ce n'est pas intéressant pour les employeurs de voir ça dans le CV. Et il est important, effectivement, d'adapter sa candidature aux habitudes de lecture de son interlocuteur, donc de votre futur recruteur, pour qu'il soit, entre guillemets, le moins perturbé lorsqu'il reçoit votre candidature. Donc, effectivement, veillez à ça. On vous, vous réaffiche nos coordonnées et voilà, je l'ai dit au début, on voudrait quelques exemples encore sur cette recherche d'emploi et les différences culturelles importantes, qu'elles soient dans la vie privée, dans la recherche d'emploi et dans la vie privée, puisque une fois sur place, vous aurez aussi une vie privée en Allemagne. Donc, tout à l'heure, on avait abordé rapidement la négociation salariale, mais la négociation tout court dans le contrat de travail. Peut-être on peut dire quelques mots sur la manière dont on se parle, qui est plus directe. Et il y a moins de périphrases pour s'exprimer. Mais également, la négociation est un moment en vue d'une collaboration. Et il est important de garder cette idée de collaboration en tête lorsque vous vous présentez à l'entretien, ou enfin présenter que ce soit en physique ou en virtuel. Vous n'allez pas à une confrontation, ce n'est pas un duel. Bien sûr, il y a chacun défend un point de vue, mais vous venez d'abord pour rencontrer un futur employeur, mais vous avez autant de choses à proposer que lui a à vous proposer. Donc, lui aussi, il cherche quelqu'un qui va collaborer avec lui et non pas quelqu'un qui part dans une défiance ou dans une méfiance. Donc, je l'ai dit tout à l'heure, c'est difficile de préciser ces différences culturelles dans une conceptualisation abstraite comme ça lors d'un webinaire. Mais parfois, c'est important de l'avoir en tête au moment d'une rencontre. Et peut-être aussi, oui, cette manière de parler, on la rencontre aussi dans les lettres de motivation, hein, sur la manière de tourner ces phrases vers une future rencontre où il n'y a pas de conditionnel. Exactement. On est très direct à ce qu'on souhaite et ce qu'on veut. Et je vois aussi souvent que ça commence par, disons, la première phrase dans la lettre de motivation qui, disons, on voit ça souvent que les gens essayent écrivent dans la lettre de motivation quand ils entament la lettre comme quoi ils aimeraient bien postuler pour un certain poste, etc. Mais en Allemagne, il faut dire que de nos jours, il est important d'être très direct parce que les employeurs ne prennent pas beaucoup le temps de tout lire. Donc, on dit souvent que la première phrase est
est très importante pour savoir si, pour l'employeur, s'il va s'intéresser plus au CV, aussi au reste de la lettre de motivation ou pas. Donc, il est important de dire dans cette première phrase pourquoi on est le candidat, disons, idéal, merci, et pourquoi on veut ce job. Voilà. Et tu le dis bien, pourquoi on veut ce job et non pas pourquoi on aimerait. Donc, on est vraiment aussi dans un vocabulaire différent. Peut-être, oui. pardon. Non, vas-y. Peut-être il est aussi important de savoir ce que tu as dit sur le ton plus direct en général, qu'on retrouve non seulement dans les candidatures, mais aussi dans la communication, je pense, professionnelle en entreprise, que je pense pour quelqu'un qui vient de l'étranger, ça peut être un peu bizarre, dérangeant au début, parce que on adresse les problèmes souvent en Allemagne très ouvertement, très directement, même en présence, par exemple, du patron. On parle des problèmes et on les adresse, oui, d'une façon très directe, ce qui peut paraître un peu blessant si on n'est pas habitué. Il faut pas, il faut pas se sentir blessé. C'est comme ça qu'on communique parce qu'on a, je pense, des hiérarchies qui sont participatives et horizontales, enfin peut-être plus qu'en France. Et Oui. aussi dans la vie privée, pour la communication directe. Oui, oui, c'est une sorte de hiérarchie plus horizontale, qui intègre tout le monde. Et donc, du coup, aussi un autre ton dans la manière d'aborder des difficultés. On peut résumer, on ne tourne pas autour du pot. Et peut-être un petit dernier mot pour sur la vie en entreprise. Peut-être sur les pauses de midi. Hein. Tu aurais évoqué les débuts de journée très matinal, enfin, d'un point de vue français en tout cas très matinal, vers 7 heures. Et si on veut faire 40 heures en 4 jours et demi, comment s'organise la pause de midi? Est-ce qu'on a le temps de manger pendant 2 heures au restaurant? Disons, on n'est pas habitué à faire de longues pauses. On voit la pause de midi comme une période pour s'alimenter. Et bon, bien sûr, on parle aussi à des collègues, c'est normal, mais comme on est obligé par la loi de prendre une pause de une demi-heure au moins après avoir travaillé 6 heures, au plus tard, l'employé, je dirais, allemand aime bien faire sa pause de une demi-heure ou peut-être 45 minutes, mais on dépasse très, très rarement 1 heure de pause à midi. Donc, moi, je le vois aussi ici. La plupart des collègues font entre 30 et 45 minutes de pause, 45 minutes grand maximum. Donc, voilà, ça ne veut pas dire que vous n'avez pas le droit de faire une pause plus longue, mais qu'on n'est pas habitué. Voilà, donc du coup, mais vous avez un week-end plus long. Donc voilà, un autre avantage. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je pense qu'on va s'arrêter là et on va recueillir les questions. Juste peut-être, Dominique, encore un mot sur l'accompagnement de la Bundesagentur de la ZAV pour les candidats. Donc, effectivement, pour l'emploi, je l'ai dit, c'est un accompagnement oui, avec des entretiens privés pour l'emploi et pour la Bundesagentur für Arbeit, oui. si vous désirez
profiter de nos services qui sont offerts gratuitement pour la recherche d'emploi en Allemagne ou aussi pour la reconnaissance de vos qualifications. Vous pouvez nous contacter par mail ou chat ou téléphone et puis on essaye de vous aider au mieux de pouvoir venir en Allemagne sans grande difficulté et de trouver un emploi. Super, merci beaucoup donc à Monsieur Droetz et à Madame Kramer. Madame Kramer, est-ce que vous désirez encore ajouter quelque chose avant que nous passions à la session questions-réponses? Oh oui, je pense que peut-être on verra avec les questions-réponses parce que comme on est déjà voilà, short dans le timing. Bien sûr. Est-ce que vous nous partagez les Exactement. questions? Alors, j'ai noté quelques questions. D'ailleurs, je suis très contente. Le public réagit assez bien et a besoin d'informations. Donc déjà, un grand merci pour cet échange entre vous, très intéressant. On a donc noté un peu les divergences sur le marché de l'emploi entre la France et l'Allemagne, quels sont en quelque sorte les codes à respecter. Vous avez bien souligné notamment la motivation, la détermination des candidats, c'est très important. Et aussi le fait d'avoir donc une communication directe, c'est quelque chose un peu qui peut être déroutant pour un candidat français qui va vers l'Allemagne. C'est une autre façon en tout cas de s'exprimer. On a une question qui revient de façon assez récurrente. Donc on a eu notamment Madame Rodari qui nous dit voilà, y a-t-il aussi des initiatives concernant les mobilités à l'étranger ou est-ce seulement pour la région Occitanie? C'est-à-dire pour les candidats qui n'habitent pas en Occitanie? Alors voilà, cette personne en fait dépend du Pôle emploi à Marseille et précise voilà, est-ce qu'il y a des initiatives qui concernent donc les mobilités à l'étranger juste pour la région Occitanie ou est-ce que c'est pour donc tout le territoire français? Alors, effectivement, donc, nous sommes très heureux pour l'emploi de pouvoir participer à cet événement Occitane, mais bien évidemment, l'offre de services pour l'emploi et cette offre s'adresse à tout le territoire. Quel que soit votre lieu de résidence, vous bénéficiez des mêmes possibilités d'accompagnement par nos conseillers, mais également des services de mobilité ou les aides financières qu'on a évoquées dans le cadre de TMS, etc. Donc, bien évidemment, oui. Également, l'atelier de mardi, c'est pour toutes les personnes. Voilà. D'accord. Une autre question, toujours concernant en fait la langue allemande. On nous demande souvent, enfin, voilà, est-ce que c'est handicapant de ne pas savoir la langue allemande, sachant qu'on maîtrise quand même l'anglais, en tout cas? Dominique, je te laisse répondre. Oui, disons que si on a un certain niveau d'allemand, au niveau, je ne sais pas si vous utilisez aussi les niveaux Avancé. B1, Oui, B2. bien sûr. Bien sûr. Oui, donc si on dit en général, si vous avez un niveau B2, vous allez avoir beaucoup plus de possibilités de trouver un emploi beaucoup plus rapidement que si vous avez un niveau inférieur. Donc, ça, c'est déjà une chose. Et bon, si vous parlez pas allemand du tout, bien sûr, vous êtes un peu, comment on dit, Oui, c'est un peu restreint. restrictif à la recherche d'emploi, tout à fait. Oui, donc il y a des possibilités, surtout bien sûr dans les grandes villes, mais de trouver un emploi où on parle que en anglais ou même, bien sûr, il y a des postes où on peut parler que français, ça existe aussi, mais il faut savoir aussi que surtout pour les postes où on ne parle pas allemand mais anglais, qu'il y a beaucoup de concurrence de l'étranger. C'est ça, D'accord. de partout. Oui, de Juste partout. un rappel pour l'évaluation des niveaux. Donc, bien sûr, souvent, ça se fait par des centres de langue, mais il y a possibilité aussi sur le site Emploi Store de Pôle emploi de faire des évaluations linguistiques, même de faire des cours en ligne gratuitement
et de s'entraîner à des entretiens, des simulations d'entretien en anglais et en allemand. Bon, je pense que du coup, ça répond à la question de Ornella qui nous demandait est-ce que vous auriez un site à conseiller pour évaluer son niveau? C'est parfait. On a aussi une autre question intéressante. Qu'en est-il d'un étranger bénéficiaire d'un statut de réfugié en France ayant une bonne base en allemand et en anglais? Alors, je vais répondre en, voilà, en fait, ça dépasse le cadre pour l'emploi parce que c'est quelque chose qui est lié à la préfecture et au séjour dans un pays. Et c'est vrai que c'est en dehors du fait d'être réfugié ou résident dans un pays avec une carte de résident établie par une préfecture. Une carte de résident permet de voyager en Europe. Alors, il me semble que le statut réfugié ne le permet pas encore parce que déjà, même pour accéder à un travail, c'est plus délicat. Mais je renvoie malgré tout, je suis navrée à la préfecture parce que vous devez avoir une autorisation de travail pour pouvoir travailler en France. Si vous voulez, par contre, travailler dans un autre pays européen, donc que ce soit l'Allemagne, la Suède ou l'Espagne, peu importe, vous devez avoir une autorisation de séjour et de travail pour ce pays. Donc, non, avec une autorisation de séjour en France, même si elle vous autorise à travailler, vous ne pouvez pas chercher, ou en tout cas, vous ne pouvez pas accepter un emploi comme ça. Il faut d'abord avoir une autorisation de travail et de séjour pour l'Allemagne. Même une autorisation de séjour de 10 ans, oui. On a aussi quelques questions, notamment sur les secteurs clés, ou du moins là où la demande est assez grande en Allemagne. Par exemple, on a un spectateur qui nous dit, voilà, est-ce qu'il y a des opportunités d'emploi pour quelqu'un qui vient de terminer une formation de développeur web ou de web mobile junior? Est-ce qu'il y a des secteurs d'activité en ce moment qui sont, où la demande est un peu plus grande? Dominique? Oui, je ne suis pas sûr si je comprends à 100% la question, mais pour quelqu'un qui vient juste, si j'ai bien compris, de finir la formation Oui, c'est ça. dans le secteur IT, C'est c'est ça, ça? exactement, oui. Donc, dans le secteur IT, c'est peut-être une chose que j'ai oublié de dire, c'est que même si on n'a pas suivi une formation, on a quand même de bonnes chances en Allemagne de trouver un emploi. Et même si on ne parle pas l'allemand couramment, c'est un secteur oui, où on recherche beaucoup et où si on peut prouver qu'on a les compétences, Oui. donc on peut bien trouver un emploi sans avoir fait une formation. Donc si la personne qui a posé la question a même fait une formation, c'est encore c'est encore meilleur, encore mieux. D'accord. Je vais peut-être rebondir sur un dernier point, en tout cas par expérience personnelle. J'ai moi-même eu l'occasion en fait de faire ma première expérience professionnelle à l'étranger, donc partir directement en Allemagne via un autre dispositif que l'on va voir plus tard, qui s'appelle le volontariat international entreprise. Mais surtout, une chose que j'aimerais souligner, c'est aussi cette flexibilité que vous avez dans la recherche d'emploi. Pour quelqu'un, par exemple, qui a, je ne sais pas, étudié finance et qui soudainement désire se réorienter, j'ai trouvé qu'il y avait une facilité, en tout cas, à pouvoir faire une demande d'emploi dans un autre domaine d'activité qui n'était pas forcément le sien au départ, du moins que l'on n'a pas étudié. Je ne sais pas si vous voulez aussi réagir sur ce point-là, mais je trouve qu'en tout cas, on peut vite, on peut se réorienter assez facilement, en tout cas. Oui, peut-être je vais faire une première partie de réponse. Effectivement, il y a cette notion de transférer des compétences qu'on a acquises dans le cadre d'une formation et dans une capacité d'assimiler un apprentissage, à le transférer vers un nouvel apprentissage et même que l'apprentissage ait une motivation et a de la place en termes de candidature, dans la candidature même, d'exprimer cette motivation envers ce transfert de compétences vers un autre métier. Et vous voyez plus souvent, effectivement, la demande d'expérience que la demande de diplôme. Alors, bien évidemment, il y a des diplômes réglementés et le site reste
informe très, très bien sur les métiers réglementés et la différence aussi. Il y a des métiers qui sont réglementés dans un pays et qui ne le sont pas dans l'autre. Oui, je pense que c'est quelque chose de très important de garder ça en tête, ce que vous dites, Madame Tchaikovsky, Oui. de pouvoir transférer ses compétences vers un autre métier. Oui, je trouve qu'il y a une grande ouverture, en fait, pas dire ouverture d'esprit, mais il y a en tout cas, on est plus facilement accueilli, je trouve, pour pouvoir justement se réorienter. Et il y a aussi beaucoup de dispositifs au sein de votre organisme qui sont développés justement pour permettre cette formation, enfin, de mes souvenirs. Il y a un petit proverbe, juste pour terminer, enfin, proverbe, oui. mais une phrase qui résume assez bien cette situation qu'on entend souvent, qu'en France, pour devenir PDG chez Renault, il faut avoir fait l'école normale ou technique. En Allemagne, pour être chef chez Mercedes, on peut avoir un CAP mécanicien automobile et augmenter l'échelle de carrière pour devenir PDG de Mercedes. Donc, effectivement, il y a une autre façon d'aborder aussi le marché de l'emploi qui n'est pas uniquement conditionné par les diplômes de départ. Oui, exactement. Et d'ailleurs, je rebondis donc pour finir donc cette table ronde sur une dernière question et qui résonne un peu avec les derniers propos, notamment une question de Pierre qui dit est-ce que c'est vraiment handicapant lorsqu'on n'a pas travaillé depuis longtemps et qu'on manque justement de ces certificats de travail, de ces compétences-là? Est-ce que c'est handicapant pour quelqu'un qui n'a pas travaillé, oui, depuis longtemps, tout simplement? Alors, c'est toujours difficile parce qu'un CV allemand, il est complet, c'est-à-dire il n'y a pas de trou, comme on dit. Donc, c'est toujours difficile, une période de longue inactivité. Après, inactivité professionnelle ne veut pas toujours dire inactivité tout court. Donc, c'est aussi, s'il y a eu activité, ça peut être une autre activité, qu'est-ce que j'ai fait, comment, entre guillemets, j'ai rempli mon temps, comment j'ai continué à évoluer et comment cette évolution peut aussi avoir des bénéfices sur la vie professionnelle. Oui, je crois qu'on accorde aussi un peu une importance à son investissement d'un point de vue social aussi. Quels sont les projets qu'on a pu mener aussi d'un point de vue avec des associations. Enfin, je sais aussi de mes souvenirs que souvent, dans le cadre du cursus scolaire allemand, quand on a fini ses études, bien souvent, certaines personnes prennent aussi une année sabbatique et commencent aussi leur expérience professionnelle après. Mais je pense que ce n'est pas forcément handicapant si on arrive à justifier pourquoi on a eu justement ce laps de temps où il n'y a pas eu d'activité professionnelle. Oui, un fil rouge n'est pas que d'entreprise ou de grandes écoles à grands postes. On va dire, tout s'explique par une biographie, tant que le fil rouge, oui, enfin justifié, on peut dire justifié, mais peut être expliqué, on va dire comme ça. Il n'y a pas mieux à faire une année sabbatique que de faire une année VIE ou une année grande école en supplément. On peut aussi faire une année sabbatique qui peut avoir la même plus-value sur un cursus professionnel si on sait l'expliquer. C'est peut-être ça qu'il faudra retenir. On va terminer quand même sur une dernière question que je trouve intéressante sur la démarche RSE. C'est une personne qui demande, voilà, est-ce qu'il existe des offres d'emploi en dehors des secteurs dits de recrutement en étant handicapé? Est-ce qu'on peut bénéficier d'un accompagnement spécifique? Alors, je ne sais pas, est-ce que Dominique, tu as une réponse pour cette personne? Pas directement. La seule chose que moi je peux dire, c'est que les gens qui ont un handicap dans le secteur public, qu'il y a je ne sais pas comment on appelle ça en français, des quotas. Oui, c'est pareil en France. Déjà, c'est une chose. Et
d'un autre côté, on peut voir sur beaucoup d'offres d'emploi dans le secteur public que si une personne avec un handicap pose sa candidature, que si elle a les mêmes, disons, elle a la même formation qu'une autre personne, que la personne avec le handicap va être Privilégié. privilégiée. Oui, Mhm. ça c'est toujours le cas. Oui, mais peut-être on peut dire qu'on n'a pas un accompagnement spécifique. Là, aujourd'hui, comme on t'a proposé, en tenant compte d'un handicap. Ça ne veut pas dire qu'on n'accompagne pas, hein, on peut accueillir Sûr. dans un accompagnement, mais ce n'est pas spécifique. D'accord. Mm, mm. Eh bien, je vous propose